Personne n'a jamais été dans l'espace, que dites-vous? Imaginez-vous, propulsé par une fusée. Calmez votre imagination, la réalité est plus nuancée. Il ne sera pas question de théorie du complot lunaire, selon laquelle le programme Apollo aurait été falsifié. Repensez à vos cours de géographie, plus précisément au chapitre sur l'atmosphère terrestre. Rappelez-vous de sa composition en couches. Commençons par la troposphère, notre habitat, qui s'étend jusqu'à 8 à 18 km d'altitude selon la latitude. C'est là que naissent les cyclones et les anticyclones, ainsi que les turbulences atmosphériques qui inquiètent les passagers d'avion lors de leur premier vol. Puis vient la stratosphère, s'étendant de 11 à 50 km. Les scientifiques du 19e siècle pensaient à tort qu'elle marquait la fin de l'atmosphère terrestre. La température y est glacialement basse, autour de moins 55 degrés Celsius. Souvenez-vous des images chocs de l'aéroport de Kaboul, les personnes désespérées accrochées au train d'atterrissage n'avaient aucune chance de survie. La stratosphère abrite également la couche d'ozone, qui nous protège des rayons solaires mortels. Ensuite, la mésosphère, située entre 50 et 90 km d'altitude, était autrefois considérée comme la dernière couche atmosphérique séparant la Terre de l'espace. Mais cette affirmation n'est pas tout à fait exacte. La différence réside dans les moyens de propulsion. Jusqu'à 100 km d'altitude, on peut utiliser la force des courants d'air. Au-delà, seuls les engins spatiaux peuvent voler. Il n'y a donc pas de définition précise de la limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace. Par conséquent, certains vols suborbitaux, comme ceux de Richard Branson ou Jeff Bezos, ne correspondent pas à une réelle sortie dans l'espace, il s'agissait de vols touristiques à très haute altitude. Laissons-les résoudre leurs problèmes de conscience. Montons plus haut, dans la thermosphère, où règne un silence absolu. Les molécules s'y déplacent à très grande vitesse. Cette couche, où se produisent les aurores boréales, contient la ligne de Kármán, située à environ 100 km d'altitude, souvent considérée comme la frontière invisible entre l'atmosphère terrestre et l'espace. C'est également la limite supérieure des territoires nationaux. Au-delà de la ligne de Kármán, l'atmosphère est tellement ténue que l'aviation aérodynamique devient impossible, la vitesse nécessaire pour générer de la portance dépasse la première vitesse cosmique. Cette division en couches est plus utile pour choisir les moyens de propulsion que pour définir les limites de l'espace. Néanmoins, atteindre la ligne de Kármán est officiellement le critère pour qualifier un vol de spatial. Les premières à franchir cette ligne furent les fusées balistiques allemandes V2, conçues par Wernher von Braun. Revenons à la thermosphère. Elle commence vers 80 à 90 km et s'étend jusqu'à 700 à 800 km d'altitude. Seuls les vols balistiques y sont possibles. On y trouve les ceintures de radiation, dangereuses pour la santé. La température varie de moins 73 degrés Celsius à plus 1700 degrés Celsius. Cette chaleur est due à la vitesse élevée des particules, accélérée par les rayons ultraviolets X. Cependant, la faible densité de ces particules signifie qu'on ne ressentirait pas la chaleur, mais un froid glacial. Malgré cela, ces particules à haute vitesse peuvent endommager les satellites. Où commence donc réellement l'espace ? Dans l'exosphère, la partie supérieure de la thermosphère, située à environ 1000 km d'altitude, les gaz sont extrêmement ténus et s'échappent progressivement dans l'espace. Vers 3500 km d'altitude, l'exosphère se fond dans le vide spatial proche, qui contient malgré tout des particules, comme des atomes d'hydrogène. À ces altitudes se trouve une autre couche protectrice qui piège les rayonnements UV les plus nocifs. Un séjour prolongé au-delà de 500 à 1000 km n'est possible qu'à titre posthume. L'exosphère contient aussi des atomes d'hydrogène et d'hélium, les gaz les plus légers s'élevant comme de la vapeur au-dessus d'une casserole d'eau bouillante. L'exosphère est une zone de transition entre les mondes terrestres et spatial. Les particules y sont rares, mais très rapides, atteignant parfois la deuxième vitesse cosmique. Elles peuvent parcourir des milliers de kilomètres avant de rencontrer d'autres particules. Où se termine l'exosphère et commence l'espace ? Les manuels indiquent souvent 10 000 km, mais il n'y a pas de limite précise. Qui a été le premier homme à quitter l'atmosphère terrestre et à atteindre l'espace ? Youri Gagarin a seulement franchi la ligne de Kármán. L'atmosphère terrestre s'étend bien au-delà. On trouve des particules d'hydrogène et d'hélium même sur la Lune. Ainsi, Neil Armstrong et Edwin Aldrin, lors de la mission Apollo 11, ne sont pas entrés dans l'espace proprement dit. La magnétosphère terrestre, zone d'influence du champ magnétique terrestre, s'étend jusqu'à 630 000 km, englobant donc la Lune. Les premiers humains à avoir véritablement atteint l'espace seront probablement les futurs colons de Mars.
Notre atmosphère est bien plus vaste qu'il n'y paraît.